Bienvenue dans cette nouvelle saison de PAF qui reprend, premier numéro de septembre. Et on vous remercie d'ailleurs de votre fidélité puisque j'ai appris que PAF avait été l'émission la plus podcastée pendant l'été. On a beaucoup de sujets à aborder, notamment un événement qui est à la fois local, régional, national et mondial, qui est celui de la Ryder Cup. Et on va parler aussi de beaucoup d'autres sujets, notamment du remaniement, notamment des assises du MEDEF. On a beaucoup de sujets à aborder, mais on va parler aussi de la Ryder Cup. Et pour en parler, je suis ravi d'accueillir Arnaud Courtier. Vous êtes le directeur du cabinet du président de 50 ans d'Yvelines, Jean-Michel Fourgousse. Mais vous avez aussi un passé très sportif. Vous avez été à la Fédération française de golf, vous avez été directeur général de la Fédération française de cyclisme. Donc, absolument. Et vous allez nous dire peut-être, au fond, qu'est-ce qui va se passer peut-être pour les habitants de ce territoire pendant la Ryder Cup. Laurent Mazori, bonjour, président, monsieur le président, puisque vous êtes le président de TV78, vous êtes élu d'Elancourt, vous êtes vice-président de la communauté de 50 ans en Yvelines, et président donc de cette télévision. Et vous aussi, vous avez déjà assisté ou participé à la candidature de Saint-Quentin pour la Ryder Cup. Vous nous raconterez un peu tout ça. Quelle est l'importance, au fond, de cet événement? Florence Mercadet-Choquet, bonjour. Vous êtes avocate au barreau de Versailles. Oui. Et vous avez golfeuse. Pardon? Et pas golfeuse. Et pas golfeuse, non. Ça ne vous intéresse absolument pas, vous nous direz. Et je vous dirai pourquoi. Non, mais vous étiez, en revanche, aux assises du MEDEF. Absolument. À jouer en Josas. Oui. Hein. Et Jean-Charles Lajoie, bonjour. Bonjour. Vous retrouvez. Vous êtes éditeur. Mais toujours. Vous êtes président des éditions Lajoie. Absolument. Voilà. Absolument. Et vous publiez, alors je ne l'ai pas lu, vous venez de me le donner, Mitragina, c'est le dernier volume de votre. Absolument, c'est notre d'Alain Siméon et Sandrine Zorn, ils sont mis à deux. Voilà, c'est un roman à quatre mains, c'est entre le polar, l'espionnage, le thriller. Et le jazz. Et le jazz. Et le jazz, pourquoi pas le jazz. Oui, parce qu'il y a notamment une scène assez sympa dans un caveau à Paris. Voilà. Non, mais c'est trépidant, on voyage, on va même à Dakar, enfin, c'est le labo pharmaceutique. Mitragina, Mitragina, c'est le nom d'une plante qui existe, qui est sur la couverture et qui est pleine de possibilités et pas l'air très gentille. de potentiel. Si. Oui. Au contraire, non, c'est vraiment une plante. Justement, tout le monde se bat pour capter les bienfaits, et notamment certains labos. Et donc, on peut donc la consommer légalement, celle-là. Voilà, à consommer tout à fait légalement, mais après, quelques petites préparations quand même, dans un labo. Voilà, c'est pour ça. D'accord. Alors, la Ryder Cup arrive, ça sera du 25 au 30 septembre, c'est donc dans quelques semaines, quoi. Alors, d'abord, peut-être revenons quand même à la victoire de Paris, de Versailles, de 50 ans d'Yvelines, de la France. Donc, c'est pas donné parce que on a l'impression que c'est pas encore pour les Français un événement majeur. Si vous me posez la mais question, ça devrait l'être. Alors, c'est un vrai sujet, ça devrait l'être. D'abord parce que c'est le troisième événement le plus médiatisé au monde. C'est des années de combat pour obtenir cet événement à 50 ans en Yvelines. Je vais mettre 50 ans en Yvelines devant, parce que les amis américains mettront Paris, mais moi je vais mettre 50 ans. Les Américains vont dire on va à Paris. Voilà. Mais en réalité, ils iront à 50 ans. Ils iront à 50 ans en Yvelines, voilà. Ça a été un vrai combat, un combat qui a traversé quasiment 10 ans de travail à Saint-Quentin, par les équipes qui nous ont précédés et nous aujourd'hui. Un combat de haute lutte face aux autres pays européens qui voulaient avoir cette Ryder Cup, parce qu'au-delà de l'image... Oui, tout le monde se bat. Tout le monde se bat, puisque c'est énormément de participation. Enfin, Arnaud nous en parlera dans un instant. Et puis parce que c'est l'emblème de la France, et puis c'est l'emblème d'un golf que l'on veut aussi démocratiser. Oui. Et puis c'est beaucoup de visibilité pour le pays hôte, beaucoup de visibilité pour le territoire qui reçoit, beaucoup de visibilité pour un sport qui reste encore malheureusement trop confidentiel. Alors dans les pays qui nous entourent, c'est quasiment un sport démocratique. Troisième événement le plus télévisué au monde. Oui. Donc ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que c'est très populaire. C'est plus d'1,5 milliard de téléspectateurs qui auront les yeux braqués sur 50 ans en Yvelines pendant quasiment 4 jours. C'est évidemment mettre en avant un territoire sportif, dynamique. Enfin, c'est toute l'image d'un sport comme le golf, qui est un sport nature, par essence, qui a beau d'ailleurs fait une révolution absolument extraordinaire sur l'entretien, la maintenance de ses parcours, qui a été longtemps décrié, qui aujourd'hui, à mon avis, aussi bien en consommation d'eau qu'en traitement des eaux, etc., il y avait des problèmes bien écologiques. au-dessus même que ce que nos amis footeux peuvent avoir. Donc voilà, ce combat-là, il a été mené pendant plus de 10 ans pour obtenir cette qualification et ensuite le fait d'être retenu pays hôte. Et dans la foulée, la préparation d'ailleurs 2024, puisque nous serons aussi et il y aura terre les Jeux Olympiques. Et le golf sera à nouveau olympique. Voilà, mais il faut dire c'est presque aussi important. Enfin,
que les Jeux Olympiques. Enfin, c'est un événement majeur, quoi. Enfin, sportivement et c'est aussi important, et en sociologiquement, plus, c'est dans un économiquement. même lieu, sur un seul endroit pendant 4 jours, alors qu'évidemment, par essence, les Jeux Olympiques sont C'est certes à éclaté. Paris, mais sont éclatés. Et donc, du coup, le taux de concentration de visibilité est plus important sur un seul sport, en un seul moment. Il n'y a pas d'équivalent. J'allais dire que alors, la Coupe du Monde de football, on va me dire, c'est bien devant, mais là aussi, la Coupe du Monde de football, on l'a vu en Russie. Et oui, c'était une c'est dans grande plusieurs réussite. lieux. C'est quasiment Oui, sur tout voilà. le pays, un pays immense. Faut Donc, prendre l'avion. Exactement. Voilà, faut prendre l'avion. Là, ici, vous avez qu'à prendre le bus. C'est quand même beaucoup plus écologique et beaucoup plus rapide et efficace. Arnaud Courtier, c'est évidemment un enjeu très fort pour Saint-Quentin. C'est un enjeu très fort. Je voudrais rajouter au propos de Laurent que, effectivement, le golf n'est pas encore culturel dans notre pays. Il ne fait pas partie de notre histoire. Il faudra du temps, mais il le deviendra. Mais pour qu'on comprenne l'importance de cet événement au niveau planétaire, il y a un élément à connaître. Le golf est le sport individuel le plus pratiqué dans le monde. Une fois qu'on sait ça, on comprend pourquoi cet le événement, tennis, par exemple. devant tous les autres sports, c'est le sport individuel le plus pratiqué dans le monde depuis longtemps. Donc voilà. C'est le seul sport où on peut fumer en jouant. C'est pour ça. Fumer, boire, non, il y a la pétanque Ouais. aussi quand même. Il y en a. La plante. Il y en a de moins en moins, cela dit. Enfin, c'est-à-dire, si on regarde les grands champions, c'est vrai que dans le passé, il y avait. Oui, voilà, exactement, aujourd'hui, c'est quand même des athlètes. Hein. Ce sont des Un athlètes. peu de champion, non, en France, il me Alors, semble. on va peut-être en parler. Oui, Oui, c'est vrai on que. On C'est a vrai que d'excellents golfeurs. On n'est Oui, pas mais- encore au niveau, peut-être au plus haut niveau. c'est vrai qu'il n'y même aura si pas de Français, quoi. Il n'y aura pas de Français parce qu'il n'y en a pas de qualifiés. Voilà, c'est comme ça. Bah, Pour oui, autant, c'est- on a déjà eu des Français en Ryder Cup. C'est ballot. On espère qu'on en Oui, aura il y en a eu d'autres. deux. Oui. Exactement. Il y en a même eu trois. Oui, peut-être trois. Puisqu'il y a eu Jean Vandevel, Thomas Levé et Victor Dubuisson. Et Victor Dubuisson, oui, absolument. Et je donc le c'est disais. bien. Oui, Trois, oui, exactement. Donc événement extraordinaire pour Saint-Quentin en Yvelines parce que ça va me permettre de mettre notre territoire sous les feux de la rampe pendant une semaine pour le monde entier, comme les championnats du monde de cyclisme sur piste l'avaient fait. Mais là, on est dans une ampleur véritablement Bon, d'accord, planétaire, puisque ce match, qui est un match États-Unis-Europe, quand même deux puissances économiques qui vont s'affronter là sur le parcours de golf. Mais la Ryder Cup est très très populaire aussi en Asie, par exemple. Ça fonctionne très, Oui, ça, très bien. tout le monde regarde. Ouais, tout le monde, exactement, tout le monde Ouais. regarde. Donc c'est important. On va recevoir beaucoup de public. On va avoir certainement un peu Alors, plus de combien 60. on sait à peu près On sait qu'on va certainement battre des records d'affluence. Donc sur Ah la oui. totalité, on devrait dépasser les 300 000 spectateurs. Le À peu golf près 60 national 000 par personne, par jour. Ouais, c'est le ça, golf national a une capacité d'accueil d'un peu plus de 60 000 spectateurs par jour. Il faut savoir que si on en est là aujourd'hui, c'est aussi parce que à la fin des années 80, des gens qui avaient une vision, à l'époque le président de la Fédération française de golf, Claude Roger Cartier, Ouais. et 50 ans en Yvelines, ont voulu construire un stade de golf. Et à l'époque, ce Oui, qui paraissait- il y avait déjà cette idée derrière. ce qui paraissait fou à l'époque, Ouais. ils avaient deux envies, ils avaient deux rêves, qui étaient un jour accueillir la Ryder Cup en France. C'était totalement Ouais, inenvisageable. surtout en France à l'époque. Et Claude Roger Cartier- Quand est-ce qu'il y aurait 100 000 golfeurs Militer pour le retour du golf aux Jeux Olympiques. Ouais. Et notre Oui, c'est vrai. parcours Et les deux va sont- accueillir la Ryder et les Jeux. Mmh. Donc, voilà, c'est extraordinaire et ce parcours a été construit pour ça. C'est le seul parcours C'est vrai. aujourd'hui qui a cette disposition de stadium de golf avec des buts qui permettent de voir le jeu de haut. Donc les spectateurs vont se régaler, ils vont avoir une vue parfaite sur le parcours. On va accueillir des gens qui viennent du monde entier, même s'il y aura beaucoup de Français. Beaucoup de Français ont acheté des billets. Mais au moins, beaucoup de gens vont avoir l'opportunité de découvrir 50 ans en Yvelines en venant au golf national. Oui, pardon. Je me permets c'est un point important, ce point du stadium de golf, parce que moi j'ai eu le plaisir d'aller à Glen Eagle, par exemple, pour préparer Ouais. cette Oui, Ryder oui, Cup. vous avez vu les autres, Et le problème majeur d'une Ryder Cup en général, c'est que l'engouement est tel et la quantité de spectateurs est telle, c'est qu'on a en général 10 à 15 rangs de gens debout devant vous et qu'on ne voit rien et que souvent on entend plus qu'on ne voit. Là, à Saint-Quentin, avec cette construction-là, je pense que 100% des spectateurs auront l'occasion de voir les coups de golf. Et on vient quand même pour ça. Et ça, c'est tout à fait particulier. Et à mon Oui, avis, est-ce qu'on il n'y a pas d'équivalent cela au dit, monde. Hein. c'est une bonne question parce que on se dit quand on voit comme ça quand on va sur le golf et ça, est-ce qu'on va voir quelque chose si on y va? On voit très Non, mais bien. c'est vrai. Dans ce non, cas-là, parce qu'il y a oui, des on voit gens très qui se bien. disent En on plus, voit mieux à la télé, mais à la non. télé il n'y a pas l'ambiance, il n'y a pas le. Comme tous les sports, on voit parfaitement à la télé, il n'y a pas de but. Oui. Mais là, il y a pas la l'ambiance. même C'est chose. une ambiance de stade de foot sur un terrain de golf, c'est assez particulier. 60 Oui, 000 parce que spectateurs il faut qui dire c'est hurlent. ça, hein, ça crie, ça Oui, y ça va. quoi. crie, ça y va. En plus, les joueurs aujourd'hui modernes, il y a le fair play habituel du golf et l'étiquette, mais les joueurs veulent du bruit aujourd'hui. Voilà, ils aiment que ça fasse du bruit même quand ils jouent. Ils sont habitués à ça. Et les matchs étant condensés sur quelques trous, hein, ça c'est pas sur tout le parcours comme un tournoi de golf habituel. Le public suit les matchs et donc on voit vraiment le jeu. Et à 50 ans en Yvelines, le parcours est fait pour qu'on en profite pleinement et tout le monde va en profiter pleinement. L'enjeu pour Saint-Quentin, c'est quoi?
L'enjeu pour Saint-Quentin, c'est Et un comment enjeu ils s'y préparent? Alors c'est un enjeu de notoriété et un enjeu de développement économique. Pour être très clair, l'action que Saint-Quentin-en-Yvelines mène pendant cette Ryder Cup, au niveau de l'événement et de la loge que Saint-Quentin-en-Yvelines aura sur l'événement, c'est l'accueil de chefs d'entreprise étrangers, principalement avec des projets d'implantation de sièges en France et si possible en Ile-de-France et encore mieux à Saint-Quentin-en-Yvelines, que nous recevons pour leur faire découvrir notre territoire et pour leur montrer justement le dynamisme de ce territoire, qui est une terre de performance économique, numérique, sociale, etc., sportive bien sûr, et les convaincre de venir travailler avec nous et de travailler ici. Donc c'est un enjeu économique. Oui, fort. bien sûr. Pendant une semaine, Saint-Quentin-en-Yvelines va être sous les caméras. Le monde entier va nous voir, des spectateurs qui sont pas forcément particulièrement intéressés par Saint-Quentin, mais des chefs d'entreprise, des gens qui peut-être vont venir travailler dans cette région, des gens qui cherchent un endroit où vivre heureux. On a la chance d'avoir un territoire magnifique avec beaucoup d'activités, dont le sport qui fait partie de l'ADN du territoire, puisqu'on sera 4 fois site olympique en 2024 avec le cyclisme sur piste, le BMX, le VTT et le golf. Donc on a beaucoup de choses à offrir. Florence Mercadi, c'est pas votre passion, mais si je vous dis Tiger Woods, par exemple, ça vous dit quelque chose? Oui, ça je connais. Alors peut-être qu'il sera là. Il sera là, sûr. Ça a été confirmé. Il sera là joueur en plus. Il ne sera pas là uniquement vice-capitaine, il sera là joueur. Là, ça veut dire que, il va y avoir des émeutes, non? Ça veut dire que... Comment on fait pour la sécurité? Qui s'occupe de ça, par exemple? Ça c'est l'organisation de la Ryder? C'est l'organisation de la Ryder. Tout un travail est mené depuis plusieurs années maintenant avec l'organisation de la Ryder Cup Europe, la Fédération française de golf, Saint-Quentin-en-Yvelines et les autorités, bien sûr, la préfecture. C'est la même chose pour tout ce qui est plan de transport, tous les aménagements nécessaires à cet événement. Effectivement, quand on accueille 60 000 spectateurs par jour, ça ne s'improvise pas au dernier moment. Il y a plus de 7000 personnes par jour, je crois, au niveau des hospitalités. Donc voilà, il y a beaucoup de monde, plus de 2000 journalistes présents, ce qui montre un petit peu l'ampleur de l'événement aussi. Donc c'est un travail qui est mené depuis plusieurs années maintenant pour que le jour J, au démarrage de l'événement, tout soit parfaitement en place et fonctionne dans la plus grande fluidité possible. Alors je vous propose de voir un sujet justement sur les travaux qui sont faits actuellement au golf national. 22 mètres de haut, 6800 places assises. Avec cette super tribune, la Ryder Cup 2018 est déjà inscrite dans l'histoire de la compétition avant même d'avoir commencé. Sa capacité est 5 fois supérieure à celle de la dernière édition organisée en 2016 aux États-Unis. Les joueurs amateurs du golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines n'en reviennent pas. Elle est impressionnante, elle est belle, elle est grande. Pour le départ du 1, c'est parfait. Elle est immense. J'ai entendu dire qu'elle faisait 6000 places. Je suis impressionné. La tribune éphémère encore en cours de construction permettrait d'avoir une vision sur 11 des 18 trous du parcours. Les spectateurs pourront notamment voir le premier coup de la compétition le vendredi 28 septembre. L'ambiance au trou numéro 1 est devenue quelque chose dans l'héritage de la Ryder Cup. C'est mythique, l'ambiance quand les joueurs rentrent dans l'arène et ce bruit assourdissant. Donc je pense qu'on a voulu l'amplifier encore plus. Parce que non seulement il y aura les 6800 personnes assises, mais il y aura aussi la même, voire 10 000 personnes debout. Pour avoir sa place dans cette tribune, les spectateurs devront faire sonner leur réveil entre 5h et 6h du matin. Objectif, être les premiers à accéder au site. Il y a des placements dans la tribune un peu derrière, un peu plus bas, un peu plus près du départ du 1, qu'on pouvait upgrader notre billet pour réserver la place. Mais sur les 6800 places, il y a simplement 1000 places qui ont été pré-réservées. Il y en a 5800, c'est pour toute personne qui est sur le site, qui a un billet, ils auront accès ici à la tribune. En parallèle de cette superstructure, le golf a vu se dresser des pavillons et des tribunes pouvant accueillir des milliers de spectateurs sur le parcours. L'ensemble sera livré au plus tard le 19 septembre avant le passage des différentes commissions de sécurité. Voilà, on a vu les tribunes. C'est vrai que là, c'est un stade. On parlait de stade, c'est encore plus un stade. Hein. C'est encore plus un stade et c'est ce qu'on évoquait, les records d'affluence qu'on va battre. Donc là, il va y avoir une ambiance extraordinaire. Une tribune de 6000 spectateurs, ça s'est jamais fait sur une Ryder Cup. Il faut savoir que les fans, les premiers, sont là à l'ouverture à 5h30 du matin en train d'attendre que ça ouvre pour être sûr dans la tribune. On aura certainement la présence des fameux Guardians of the Cup, qui est un groupe de Britanniques avec des tenues qu'on repère de loin, qui chantent des chansons, qui encouragent l'Europe. Enfin, voilà, il se passe quelque chose, et quand vous avez 60 000 spectateurs qui crient tous ensemble Europe, Europe, je peux vous assurer qu'il se passe quelque chose et que
Oui, il y a quelques. Ouais, c'est émouvant. Hein. C'est D'ailleurs, prend c'est du le temps. seul événement où on crie Europe, Europe. Il faut le Oui. noter. Hein, donc, Avant les Même élections. même au Royaume-Uni aussi. Avant les élections. Même quand on est au Royaume-Uni. Rien que ça mérite des... Alors, on est en ligne avec Philippe Pilato, qui est le directeur adjoint du Golf National. Bonjour Philippe. Bonjour Patrice, bonjour à tous. Bonjour. Alors, justement, on vient de voir un sujet là sur les travaux et les magnifiques tribunes là qui sont en train qui sont construites au Golf National. Qu'est-ce qui va se passer entre aujourd'hui, maintenant, et puis le 25 septembre, début de la Ryder Cup, sur le Golf National? Il y a encore pas mal de travaux à faire, hein? Oui, effectivement, Patrice, oui, il y a encore beaucoup de travaux. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'on termine les travaux pour le 19 septembre. Mais parce qu'il y a une commission de sécurité qui est prévue le 20, donc voilà, il faut qu'on soit prêt, effectivement, et donc il y a effectivement encore beaucoup de travaux à mettre en place d'ici là, avec notamment la finalisation, je vous entendais parler de la tribune du trou numéro 1, finalisation de la tribune qui va couvrir tout l'arrière du trou numéro 18 et qui permettra donc aux spectateurs de voir le 18 et le 15. On a les écrans géants parce que sur site il va y avoir 14 écrans géants, donc il faut finaliser ces écrans géants. Il y a l'habillage également des zones de vie des joueurs parce qu'on a déménagé avec toute l'équipe lundi et tous les bâtiments propres au golf, la boutique, les bureaux, de façon à ce que l'équipe européenne puisse investir les lieux et habiller aux couleurs bleues et jaunes tout cet espace de vie. Il y a encore vraiment beaucoup de travail, oui. Beaucoup de travail. Et alors, il y a évidemment tout ce qui accueille les spectateurs. Il y a aussi le parcours. On le travaille jusqu'au dernier moment. Parce qu'il est prêt là. Le parcours. Oui, actuellement le parcour est fermé. Donc on l'a fermé. Oui, ça a fermé dimanche. Le soir dernier. Exactement. Et donc là maintenant, on met le parcours un petit peu en repos. On en a parlé avec l'intendant. Donc oui. Là, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il limite un petit peu les actions de tonte et ainsi de suite, de façon à le faire se reposer, parce que effectivement sur on va dire à partir d'une quinzaine de jours avant l'événement, donc il va y avoir de grosses opérations, notamment de tonte et ainsi de suite, qui vont quand même pas mal stresser le parcours, et de façon à ce que le parcours absorbe de bonne façon toutes les opérations qui auront lieu sur les 15 derniers jours, et notamment la semaine du tournoi, avec certainement des tontes le matin, le soir. Donc là, il le laisse un petit peu en repos. Il finalise certainement là actuellement tout ce qui est zone extérieure au jeu, de façon à ce que le parcours soit propre pour accueillir les spectateurs également. Bon, on voit que, voilà, Paul Yann Armitage, vous, Philippe Pilato et toutes vos équipes, vous avez du boulot jusqu'au 25. Donc, on va vous laisser, même si le Golf National est fermé jusqu'au début de la Ryder Cup, est fermé au public. Donc, on vous souhaite bon courage. Et puis, voilà, comme on sait que vous avez beaucoup et très bien travaillé, on vous félicite déjà. Merci, Philippe. C'est adorable. Merci beaucoup, Patrice. Merci. Au revoir. Merci. Un mot quand même, alors, avec vous, Arnaud, sur le public. Alors, parce que les gens se disent, moi j'habite à côté du Golf National, donc je vais y aller avec ma bagnole, ou je vais y aller avec mon vélo, ou je vais y aller... C'est pas possible, ça. Hein. Non, c'est pas possible. Effectivement, il y a un plan de transport. Et on l'a dit, 60 000 spectateurs par jour, ça fait beaucoup de monde. Il faut que tout soit parfaitement organisé. Donc, j'invite d'ailleurs tout le monde à lire le dernier Ski Mag, dans lequel on trouve toutes les informations sur la Ryder Cup, sur ce qui s'y passe et sur le plan de transport. Pour venir à cette Ryder, on ne pourra pas venir à pied, on ne pourra pas venir en vélo, ni en trottinette, ni en planche à roulettes, ni en voiture. Il faut prendre les circuits d'accès, les navettes, effectivement. Il y aura de chaque côté du Golf National, à l'est et à l'ouest, 2 hubs d'accès où arriveront toutes les navettes qui seront en provenance des parkings officiels et des gares. Donc pour les Saint-Quentinois et ceux qui habitent à Saint-Quentin, le plus simple, c'est encore de se rendre à la gare de Saint-Quentin-de-Yvelines, à Montigny-Bretonneux, où il y aura des navettes. Et dès lors on peut se garer ? Il y a des parkings autour, donc on peut se garer dans les parkings. Et puis sinon, il y a le réseau de bus, tout fonctionne tout à fait normalement. Et dès qu'ils ont un billet d'accès à la Ryder Cup, grâce à ce billet, ils peuvent rentrer dans la gare des navettes Ryder Cup et se rendre il faut le billet. Il faut le billet, absolument, bien sûr. Les navettes sont gratuites, mais il faut le billet. Là aussi, question de sécurité, bien sûr, ne peuvent accéder à l'événement que les gens qui sont munis d'un billet. Tout à fait. Bon, donc vous êtes prêts, quoi. Tout est plutôt pas mal. Jusqu'au dernier moment, on va tout vérifier, revérifier. Il y a des aménagements spécifiques, effectivement, parce que ça va être beaucoup de navettes supplémentaires. Une gare de navettes qui est construite et de manière éphémère à la gare de Saint-Quentin, parce qu'il va y avoir beaucoup de spectateurs qui vont arriver par ce biais, par le train, par le RER. Mais oui, on est prêt, absolument. On peut peut-être montrer
Je sais pas si vous l'avez peut-être fait, hein, Voilà, mais le magazine, comme ça. oui. Et puis nous, on l'a sur le site aussi de Voilà, avec tous les- des Saint-Quentinois en couverture, parce que Ouais. les Oui, gens parce sont que voilà, impliqués. c'est quand même, Il y aura beaucoup de bénévoles sur cet Oui, événement. alors comment ça se passe, Il y a ça plus de 1200 bénévoles qui participent à la Ryder Cup, et beaucoup de Saint-Quentinois qui se sont impliqués et qui ont été sélectionnés, et qui vont être commissaires de parcours, qui vont aider à guider Ah oui. le public, enfin qui vont faire beaucoup de choses, et qui vont être présents sur l'événement. C'est une autre manière de vivre l'événement qui est assez intéressante en étant bénévole. Et je signale que c'est David Ginola qui animera la cérémonie d'ouverture et puis la cérémonie de remise des Qui est trophées, lui-même quoi. un très bon Qui est- golfeur. Qui est hein, lui-même donc, un très voilà. bon golfeur, qui connaît bien l'Angleterre puisqu'il Et puis qui a donc il parle aussi accompagné, très bien anglais, voilà. ouais, Donc, qui parle très bien anglais, qui a accompagné la candidature de la France, puisqu'en 2011, quand la France était candidate, il était au Royaume-Uni avec nous aussi au Celtic Manor pour la Ryder Cup, pour promouvoir la France pour l'obtention de cette Ryder Cup. donc voilà, donc c'est très bien que ce soit lui, et puis c'est un type charmant, et il est beau en plus. Hein, je peux dire ça comme ça, moi. Moi, j'ai du mal à juger, mais oui, il doit Non, être, non, Florence, Vous Florence, non, il est beau mec. Je sais plus à quoi il ressemble. Donc, je ne peux pas vous dire. Ah franchement, alors. Non, mais vous devez avoir un œil très inquiet sur la météo. En Alors, tout cas, Ah oui, Oui, non. c'est plus sympa s'il fait beau. Après, la pluie fait partie du jeu. ça fait partie du jeu, oui. Elle fait partie du jeu. Il y a eu d'énormes travaux faits au Golf National depuis l'attribution de la Ryder Cup pour ne plus revivre justement ce qui s'était passé au Pays de Galles, au Celtic Manor, où il y avait eu un jour de décalage, tellement il y avait eu de pluie sur ce golf qui était inondé. Ça doit être, mais pour les organisateurs, ça doit être quand même terrible. C'est terrible. Mais par contre, les travaux qui ont été faits au Golf National font que même s'il pleut énormément, Oui, le parcours est fait jouable. pour ça. Ouais. Il est drainé, Il est très bien drainé. Après, sympathique c'est pour moins le- sympathique s'il pleut. Oui, c'est pour les évident. publics, public oui. Mais ça fait partie du jeu au golf. Oui, mais vous avez une petite idée, vous suivez régulièrement la météo, vous avez des alertes Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr, ça tout est surveillé, comme pendant tous les grands événements c'est un peu sportifs, tôt comme encore, ou non, d'autres. pour hein, mais, savoir. Bah, mais il c'est est dans trop 20 tôt. jours, si. C'est Avoir tôt. des précisions. C'est un peu tôt. C'est un peu Avoir des tôt, choses quand plus même. précises, c'est un peu tôt. Alors, vous savez que 8 jours avant, le 22 septembre, on a l'Open TV78 qui a lieu aussi Alors, voilà. à Saint-Quentin-en-Yvelines. J'espère que 8 jours avant, il fera beau. Exactement. S'il fait beau, on vous enverra un petit peu de beau temps pour la Ryder. Donc, très paradoxalement, mon cabinet est partenaire. Mais c'est Et- une et- excellente voilà. nouvelle. Moi, j'adore quand Et les donc, le avocats... Vous avez 22. le logo, vous avez le logo. C'est le 22 septembre. Tout à fait. Au Golf Blue Green de Golf l'île Blue de Green loisirs Saint-Quentin. Saint-Quentin, et on peut, voilà, donc l'affiche, et on peut encore s'inscrire. Hein. Ah oui, oui, tout à fait. Vous pouvez scanner le petit flash code qui apparaît à l'écran, ou vous pouvez effectivement vous rendre sur le site de Blue Green, de Saint-Quentin ou de TV110 pour vous inscrire. C'est la 3e édition. Non pas que je voulais faire la retape, comme on dit, pour l'événement, mais il se trouve Non, qu'à non, chaque mais- fois que nous avons fait cet événement-là, je sais pas si Patrick vous en souvenez, mais nous avions toujours de la pluie avant, de la pluie après. Le jour de l'événement, Et il le jour- faisait beau. L'année Miraculeusement, dernière, il y a des eu une dates sorte de improbables. miracle, Voilà. par exemple. Ouais, c'était- Et donc, je c'est souhaite vrai qu'il se que- passe la ouais, même chose, ouais. et je suis certain qu'une semaine après, on aura beau temps à Saint-Quentin. D'abord, parce qu'il fait toujours beau à Saint-Quentin-en-Yvelines. Exactement. Ça fait partie du territoire d'innovation, mais on ne C'est- révélera pas notre C'est secret. peut-être pour ça que ça a été choisi. Bah, c'est entre autres pour ça, évidemment. C'est ce Ça que vous marche avez mis assez en bien, avant. en fait. Ouais. Bah, d'abord, historiquement, la station météo la plus importante de France, où il y a le plus de recherches, était à Trappes. Et donc, du coup, on bénéficie de cette espèce de parapluie de météo pour pratiquer nos sports. Moi, je voudrais ajouter pour tous les Saint-Quentinois que le golf Blue Green de l'île de loisirs est aussi un endroit idéal pour découvrir le golf si on n'a jamais Bien sûr. essayé. Il y a beaucoup de Un golf public, d'offres. d'abord, Ça, voilà, c'est un voilà. golf ouvert. Il y a plein d'initiations gratuites. C'est vraiment un endroit idéal pour Il y a découvrir le golf. 2 parcours et demi, si je peux dire. Enfin, il y a beaucoup tout de à choses, des installations. Oui. C'est un très bel endroit. Jean-Charles, ça vous moi, titille ou ça vous... Non, ça me. Je dirais pas vous gratouille, ça vous chatouille. que ça me passionne pour l'instant parce que on est, enfin, encore un petit peu loin de la montée de l'excitation, du démarrage, etc. Les équipes, c'est vrai, c'est un peu décevant s'il n'y a pas de Français. Je pense que comme dans toute compétition, c'est Tout le monde aurait espéré qu'il y ait un, Voilà, qu'il y ait un on Français, et s'enthousiasme- Lévy n'était pas très loin. Il se trouve que on voilà, il n'a pas s'enthousiasme une toujours saison beaucoup formidable. plus dans une compétition quand on voit bien même les scores dans les tournois de tennis. Quand il n'y a pas de Français, bah, je veux dire, Et là, il y en a on pas, s'en hein. désintéresse. Voilà. Donc, il n'y en a pas non plus. Donc, ça, c'est un peu dommage. Après, c'est vrai que le golf, c'est un sport magnifique, c'est bien. Moi, je vois ça d'un très bon œil. Après, voilà, j'espère que l'Europe se montrera à la hauteur. Ça va pas être facile, Voilà. je crois. Mais, Il y a un petit désavantage, c'est que les États-Unis ont un président golfeur quand même. Alors, que l'autre, Alors, voilà. on dit, alors il y a même un bruit qui dit que Excellent, je suis pas sûr. Mais... Je suis pas sûr que ce soit forcément un avantage pour le Non, coup. c'est pas excellent.
S'il était excellent golfeur, je pense qu'on le saurait. Il est golfeur. Il est golfeur, enfin, il aime ça. Hein. Il aime ça, oui, il aime Même ça. pendant Il est propriétaire de golf. l'enterrement de Oui, plutôt que d'aller à l'enterrement de McCain, il était golfé. Ça, c'est très méchant. Il était interdit d'enterrement. Oui. Là, j'allais vous Donc reprendre aussi. Parce voilà, que c'est McCain dans ses dispositions testamentaires avait dit je ne veux pas que Donald Trump soit mon enterrement. C'est vrai que c'était pas les meilleurs amis du monde. Voilà, on peut pas reprocher à Donald Trump d'aller jouer. Il est golfeur, mais le golf est un Il a sport beaucoup de golf, culturel hein, aux États-Unis. Il est golfeur comme les Obama, comme les Clinton, Ouais, comme les comme Ted tout le Bush. monde, ouais. Ils sont tous golfeurs. Et alors, il y a un bruit même qui dit qu'il viendrait pour la Ryder Cup. Écoutez, s'il vient, je pense qu'on l'apprendra le jour même. Ouais. Je pense. Mais c'est pas impossible. Hein. Je suis pas sûr qu'il ait prévu de me téléphoner pour me prévenir. Enfin bon. C'est pas impossible. Ça serait comme. Parce Non, qu'il c'est pas il sera impossible. en Europe dans ces. Lui ou un de ses prédécesseurs aussi d'ailleurs. Ce qu'on peut dire, c'est que si on suit sur Twitter le président Trump, je sais qu'il a reçu, y compris des invitations de Saint-Quentinois qui ont été jusqu'au bout et qui ont dit « Mais monsieur le président, venez donc nous voir. » Voilà. On verra s'il répond peut-être. Vous allez déjeuner avec lui Oui, non, mais on est trop occupé ce jour-là. Je pense qu'on l'invitera quand même. Il y a des sandwichs, je crois, pour les présidents. Absolument. Par contre, le président français est attendu. Oui, voilà. Le président et le Premier ministre. Ah oui, ils vont venir. Oui. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Ouais. La patrouille de France aussi. Oui, La patrouille de France. qui Oui, après, il y aura. Il y a tout il y a toutes les choses autour, exactement. évidemment. Ouais, hein, parce absolument. que vous êtes du 25 au 30. La vraie compétition, c'est 28, 29, 30. Mais La compétition est vendredi, samedi, dimanche, mais toute la semaine il y a des animations. Il y a les journées où il y a l'entraînement des équipes, ce qui est très sympa parce que Et oui, on ils peut les jouent, voir, ils là. s'entraînent, on les voit, ils sont décontractés, ils sont pas encore dans la pression de la compétition. Là, quand on dit, voilà, peut-être qu'on voit rien, mais si on va les voir, Si, quand si. ils sont au practice, à l'entraînement, etc. Et on les voit là, avec voit. une proximité qui est la même que celle que nous avons Ouais, autour de là, cette ça, table. c'est On les voit formidable. de près, donc c'est vraiment impressionnant. Et comme dans tous les sports, quand on les voit jouer de près, on voit la réalité du mouvement, du swing en l'occurrence. Mais c'est comme un match de tennis qu'on est au bord du terrain, par rapport à quand on est derrière son écran de télé. Le ressenti n'est pas du tout le même. Vous étiez, on va parler peut-être du MEDEF. C'était 40 ans du MEDEF, non? Dans les 20 ans. 20 ans. Oui. Le temps passe 20 vite. ans, oui, mais... c'est vrai, oui, 20 ans. Et avant c'était le CNPF. Moi, parce qu'on dit les 20 ans du MEDEF, c'était une organisation qui existait déjà auparavant. Oui. C'était donc à jouer en Josas. Comme chaque année. Fin août. Ouais, à HEC. On a vu des patrons un peu râleurs, j'allais dire. Un peu déçus. Oui, j'ai trouvé que l'ambiance était un peu molle par rapport à 2017, où là, il y avait une ambiance extrêmement 2017, c'était... c'était très enthousiaste. Voilà. Là, j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu moins de monde. C'était un peu moins intéressant que les années d'avant. Et les patrons rencontrés étaient un peu sur la réserve. Un peu sceptiques. Un peu, oui. Un peu sur la réserve. Peut-être pas... Enfin, sceptiques. Ils attendent de voir. Oui, c'est ça. On va regarder un sujet justement sur les 20 ans du MEDEF. 20. Pas de nostalgie pour son anniversaire. Pour ses 20 ans, le MEDEF regarde vers l'avenir et pense à l'entreprise dans 2 décennies. C'est de contribuer à améliorer la qualité de vie des collaborateurs, des salariés et des clients et des consommateurs. L'entreprise que nous sommes aujourd'hui s'est décidée il y a 50 ans et on travaille à stabiliser et à pérenniser l'entreprise pour les 50 prochaines années. Chez Sodexo, pour nous, l'entreprise, si vous voulez, c'est une communauté des intérêts de ses actionnaires, de ses salariés, de ses fournisseurs et de ses clients. Voilà. Et donc tout est décliné en réalisant cette synthèse. Une réflexion tournée vers le futur choisi par le nouveau président du mouvement élu en juillet dernier. Des entreprises tournées vers l'Europe, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle. C'est un MEDEF de proposition. Un MEDEF qui va regarder les autres, qui va proposer et qui va être dans la concertation. On est aujourd'hui dans une économie de confiance. Confiance avec nos partenaires, confiance avec les politiques, confiance avec les salariés, confiance, et ça se bâtit. On est dans un monde qui bouge énormément et je pense que le grand groupe en lui-même, les grands groupes tels qu'on les a connus notamment en France, vont être amenés à bouger. Ils vont peut-être changer énormément de l'intérieur. Les startups sont en train de grossir aussi, donc elles vont aussi venir s'aligner. Plus de 4500 entrepreneurs ont répondu présents cette année. Les syndicats ont profité de l'événement pour se rassembler. Près de 200 d'entre eux ont tracté durant la matinée du 29 août à l'entrée du campus.
On a des propositions sur le statut de l'encadrement, le droit à la déconnexion, l'équilibre vie privée, vie professionnelle, l'égalité femmes-hommes aussi, qui est une revendication très importante. Voilà, et puis montrer une présence, montrer qu'il y a d'autres choix possibles que ceux que cherche à imposer le MEDEF. Pour la rentrée, une intersyndicale appelle déjà à la mobilisation le 9 octobre pour protester contre la politique sociale du gouvernement. Donc voilà, les patrons qui étaient réunis à Jouy en Josas. Alors, quelques inquiétudes sur le plan économique. Il y a aussi peut-être cette information que le Premier ministre a confirmée au journal de 20h, c'est-à-dire le prélèvement à la source qui va mettre évidemment les entreprises à contribution. Largement, oui. Largement à contribution. C'est-à-dire que ça et qui pose d'ailleurs un problème peut-être de secret aussi pour les salariés. Alors il y a plusieurs problèmes qui se posent. Il y a un problème technique, c'est-à-dire qu'il va falloir remettre des logiciels différents, changer de logiciel pour sortir les bulletins de salaire, puisque là il va falloir intégrer cette donnée de prélèvement à la source. Il va falloir ensuite faire le télépaiement. Au niveau des entreprises, c'est quelque chose de lourd. Je déjeunais avec une DRH d'une entreprise, plutôt une grosse entreprise de 800 salariés, qui me disait en gros, en termes techniques, en investissement, c'est 15 000 € déjà. Donc, oui, parce qu'il faut avoir le logiciel qui va bien et il faut tout changer. Donc, pour une petite entreprise, si elle a un logiciel, faut qu'elle le change, si elle le fait en interne. Et je ne doute pas que les experts comptables qui, eux, vont devoir sortir des bulletins de salaire quand on externalise la paye, vont augmenter le prix du bulletin de salaire et c'est les entreprises directement qui vont subir ces augmentations. Alors ça, c'est le premier volet qui est un volet purement économique, mais qui n'est pas rien. Et le deuxième volet, c'est ce que craignent les entreprises et ce qui se disait justement aux universités d'été du MEDEF, c'est la crainte d'avoir au 1er février, quand les salariés ont leur bulletin de salaire du mois de janvier, des gens dans le bureau en disant « mais c'est quoi cette paye ? Je gagne moins. » Et puis Robert, qui a le même brut que moi, il n'a pas le même salaire net. Et finalement, ça va revenir aux entreprises de faire les explications. Oui, de faire les explications. Alors les Français ne sont pas complètement stupides, ils savent bien qu'ils vont avoir un salaire net inférieur. Et en termes de trésorerie, s'ils sont mensualisés... Mais psychologiquement, c'est important, parce qu'en termes de trésorerie, ça changera rien. Le Gaulois est réfractaire. Le Gaulois est assez finot quand même. Ouais, c'est ça, oui. D'abord, je ne pense pas que les Gaulois passent leur temps à s'échanger leur fiche de paye. Si, dans les entreprises, tous les chefs d'entreprise se disent que les salariés comparent le net, ils ne comparent pas le brut en haut de bilan. Si vous gagnez la même chose que le collègue et que vous avez sur le bulletin de paye beaucoup moins que lui... Non, mais ils vont comprendre, si ce n'est que les DRH vont, une fois les DRH ou le chef d'entreprise dans les petites entreprises, vont être mis à contribution pour essayer de dégonfler ces problèmes-là. Donc il y a à la fois un problème psychologique et alors il y a un autre problème, mais là ça a manifestement été résolu, c'était le problème des problèmes de crédit d'impôt, des dons, etc. Donc là, apparemment, c'est résolu. Mais après, il va y avoir des tas de situations différentes. On sait justement, puisque vous parlez de cet aspect psychologique, est-ce que ça peut avoir un impact sur la consommation ? C'est-à-dire que les gens se disent, attendez, je gagne moins, donc je dépense moins. Psychologiquement, je pense que c'est une évidence. Moi, c'est le premier point que j'aurais mis en exergue. Je suis d'accord sur les problématiques d'entreprise, parce que l'avantage d'être en politique qui, en réalité, est un vrai métier. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, dans notre société, c'est la même problématique. On a des encourtois, je pense à des petites agences de voyage qui ont un salarié, c'est un cauchemar. Et l'impact, effectivement, sur l'entreprise, à la finale, on est obligé de le rebasculer sur qui ? Sur les clients. Et donc, quelque part, on participe à l'hausse des prix et à tout ce qui va bien avec. Mais oui, c'est un effet psychologique évident. C'est le premier point. On peut dire ce que l'on veut, mais quand on est, d'abord, si on n'était pas mensualisé, ça pose une problématique puisqu'on va se retrouver effectivement mensualisé, donc avoir moins tous les mois, tout de suite, en janvier. Et qu'on ne vienne pas me raconter, comme j'ai eu le Premier ministre hier soir, que ça va mieux parce qu'on va attaquer 15 jours. D'accord ? Ça n'a pas de sens. En tout cas, quotidiennement, ça n'a pas de sens. Et quand effectivement vous gagnez 1 800 € et que demain vous avez 1 600, pour vous avez 200 € de moins. Et c'est pas la même chose en termes non plus de flux sur le compte bancaire. Puisque évidemment votre banque, elle peut lui importe de savoir d'où vient l'argent, ce qui compte c'est ce qui reste, et donc vous aurez effectivement un volume bancaire sur votre compte qui sera moins important que vous aviez avant. Donc il y a évidemment un aspect psychologique, même si vous avez raison, le Gaulois n'est pas forcément assez intelligent. Même si ça revient même en gros au bout. Et d'ailleurs les sportifs, puisqu'on parle des sportifs, l'ont bien connu, les salaires des sportifs, ils se négocient sur le net, ils ne se négocient pas sur le brut, même sur des gros salaires. Et alors en termes de pouvoir d'achat, juste aussi pour rebondir sur ce que vous dites, c'est que là aujourd'hui un commercial va avoir jusqu'à la fin de l'année, s'il est mensualisé sur 10 mois, toujours la même somme qui va être déduite, sauf qu'à partir du mois de janvier, il y a un mois où il a des commissions, où il aura moins, il y a un mois où il n'a pas de commission, mais il aura autre chose, et ainsi de suite. Donc il va avoir une rémunération qui va être très variable d'un mois sur l'autre. Est-ce qu'on sait ça ? Parce que justement, par exemple, quand vous recevez votre avis d'impôt cette année, on vous donne tout
Oui, à un pourcentage. 30%. Donc, si on vous donne le taux, c'est quand même pour quelque chose. C'est pour l'appliquer, le taux sera appliqué sur le bulletin de salaire. Donc quand on dit, mais si vous gagnez moins en février, mais on va vous appliquer le même taux quand même. Bien sûr. Donc il y a un truc qui marche pas. Mais alors après, faut régulariser les problèmes avec les impôts. Régulariser. Donc je suis pas certaine qu'il y aura ça va supprimer beaucoup de postes à Bercy, parce que à la fin, il y a des tas de gens qui vont téléphoner en disant attention, là j'ai gagné moins, donc faut baisser mon taux. Et qui plus est, le taux a été calculé sur le salaire de l'année 2016, d'accord. Donc les commerciaux dont vous parlez, c'est le cas, nous on en a 150 sur un effectif de 1000. Les commerciaux qui, dans l'année 2016, ont par chance gagné effectivement plus que l'année 2019 auront donc un taux de référence en 2016. Enfin, on voit bien que ce système ne fonctionne pas. Enfin, pour moi, il ne fonctionne pas. Ce qui m'étonne un tout petit peu. Ah, vous êtes plutôt opposé, donc. Mais moi, je suis farouchement opposé. Pardon, je pense qu'il y avait une solution simple. C'était la mensualisation obligatoire, pas sur 10 mois, d'ailleurs, sur 12. Ce qui fait que nous générions même un effet positif, parce que là, pour le coup, l'effet d'avoir sur 10 et sur 12, vous récupériez en apparence plus de pouvoir d'achat. Ça avait un effet positif sur la croissance. C'est plus simple à mettre en œuvre. La seule chose, et après j'arrêterai la polémique, c'est je pense que ce projet est dans les cartons, effectivement, parce qu'il existait, mais depuis, c'était déjà prévu à l'époque sous Valéry Giscard d'Estaing. C'est un projet d'énarque. C'est un projet d'énarque. Est-ce que c'est pas un truc d'administration? C'est du coup parti. Absolument. Et ça continue, et c'est porté, et on voit bien que le poids des ministres aujourd'hui est assez faible, et que malheureusement les élus ne savent pas tenir la position. Après tout, on représente la population. Et donc, quand on est, alors on va dire, oui, 60% des gens disent que ça n'aura pas d'impact. Mais je pense que 60% des gens n'ont pas estimé quel serait cet impact. Parce qu'on a quand même fait le grand brouillard. On nous a quand même fait quelque chose qui était à la fois très anxiogène, puis ça va bien, puis c'est anxiogène avant la décision, et puis jusqu'à la fin de l'année, vous me parliez effectivement de c'est réglé pour les crédits d'impôt. Non, parce que moi, par exemple, je maman qui est dans un EHPAD, tous les mois, je paye des sommes qui sont différentes. Ma référence est 2016. Maman n'était pas en EHPAD. Le taux n'en tient pas compte. Et moi, j'ai toujours pas compris à quel moment j'aurai le crédit d'impôt correspondant à 5% de la somme plafonnée à 7 500 € maximum par an. Je ne sais pas. Mais pardon, monsieur Joigny, c'est passé à 60%. C'est passé à 60%. 60%. Le crédit d'impôt est versé beaucoup plus tôt. Non, moi, ce qui m'étonne un petit peu, c'est que tout le monde semble se réveiller, enfin, tous les anti-prélèvements à la source semblent se réveiller aujourd'hui. Je veux dire, c'est une décision qui a été prise sous le gouvernement de François Hollande. Et là, personne n'a rien dit à l'époque. On dit, oui, pourquoi pas. Puis là, tout d'un coup, vous êtes tous là, vous réveillez en disant, mais c'est dans 4 mois, c'est scandaleux, il faut l'arrêter. Il fallait vous réveiller avant. Il fallait râler avant. Moi, j'ai râlé avant. Non, mais oui, je pense pas que tu n'as pas commencé aujourd'hui. On n'a entendu personne, on n'a entendu aucun parti politique. Il y avait l'argument, mais il n'y a plus que 3 pays. En gros, c'est l'argument qui est l'argument majeur, là. Il n'y a plus que 3 pays qui ne l'ont pas. La majorité n'entend pas toujours raison. Surtout, on n'est pas un pays qui a une fiscalité comme les autres, puisqu'on a une fiscalité familiale et par foyer. Donc, oui, en plus, ça pose un problème de ça. Mais je crois que Laurent a tout à fait raison. Ça me semble être par nature la mesure prise par les fonctionnaires de Bercy. On n'arrête pas. Vous avez raison, c'est trop tard. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est d'ailleurs la raison, parce que si Emmanuel Macron a eu un doute quand même, parce qu'il a peut-être un sens politique quand même, mais qu'il n'a pas rien pu faire, c'est qu'une fois que la mesure est annoncée et que le train est lancé, on ne peut plus l'arrêter. C'est une de ses promesses aussi. Il y a eu tellement d'argent aussi investi déjà pour ça. Mais alors, c'est la deuxième chose qui m'inquiète, parce que déjà en France, le coût de récupération de l'impôt explose. Ce qui coûte le plus cher au monde, c'est les fonctionnaires français pour récupérer l'impôt. Donc c'est des morts. Alors là, on peut se dire, oui, ça va peut-être baisser. C'est les entreprises qui vont faire le boulot. Donc c'est vrai, comme vous disiez très justement, il y a des comptables en plus. Enfin, je veux dire, un truc de trésorerie, etc. Donc logiquement, on devrait se dire, on va dégager des milliers de fonctionnaires. Mais on peut parier se retrouver ici dans un an. Il y aura plus de fonctionnaires dans un an qu'il y en a maintenant, alors qu'ils auront moins de boulot. Donc ce sont à chaque fois des mesures qui ne servent à rien. Et au point de vue réduction de l'emploi. Il y a peut-être ça quand même derrière. Il y a peut-être de décharger un peu le... Ça serait, à chaque fois, il y a de plus en plus de gens aux finances et pas de moins en moins, alors qu'ils ont de moins en moins de choses à faire. Mais ce qui aurait été bien, c'est que pour que les entreprises puissent un peu avaler la pilule un peu mieux, ça aurait été de dire, vous allez collecter l'impôt, merci messieurs dames, mais de l'autre côté, voilà les économies que l'on fait. Sauf que ça, c'est pas du tout pédagogique, et jamais. En disant, on va réduire
Ben voilà, non mais c'est ce qu'on nous dit, c'est peut ce pas qu'on nous le dit, dire. sinon on le ferait pas. En fait, on transfère une charge de l'État sur les entreprises une de plus. et on n'allège pas effectivement les charges de l'État. Et je crois que le plan de baisse, de réduction du nombre de fonctionnaires, c'est moins 1500 fonctionnaires au budget 2019. Voilà. C'est-à-dire en fait moins personne. Parce que moins 1500, vous remplacez les départs en retraite et vous êtes en plus. Donc c'est comme toujours. Mais oui, quelque chose qui a quand même un petit peu à voir, c'est quand même la spécialité du pays français. Quand on a une problématique à régler, on passe toujours sur l'impôt. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est un peu coloré quand même. Cet été, il y a eu une polémique sur le taux de sel dans l'alimentation. Oui. Et la solution française pour lutter contre le sel dans l'alimentation, c'est une pénalité fiscale. Oui. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire qu'on va contre les choses, non, on va encore rajouter. C'est qui? C'est encore les entreprises. Si on peut reprendre au Mais passage. si on peut en prendre un peu au passage. Attention, ne roulez pas au-dessus de 80 km/h, Patrice. Après, on peut aussi être légitimement très très inquiet quand on voit quand même l'échec patent du logiciel Louvois pour payer nos soldats. Ça fait 10 ans que ça dure, ça marche toujours pas. On attend un nouveau logiciel qui est fait et conçu, j'imagine, par les mêmes personnes et qui a été adoubé par les mêmes fonctionnaires. Donc ça va être un Louvois 2 et le pauvre Troufion qui est il attend toujours au Mali, etc. Je veux dire, lui et sa femme peuvent attendre leur solde encore assez longtemps. Donc, je veux dire, ça va être la même chose. C'était la même chose pour le RSI, le truc des indépendants. C'était une catastrophe totale. Donc, comme ce sont les mêmes gens qui font les mêmes erreurs, je ne sais pas pourquoi tout d'un coup ils auraient été touchés par la grâce et pourquoi ça marcherait mieux. Donc, on peut être très inquiet. Alors, ce qui était drôle, c'est, je ne sais pas si vous avez entendu François Hollande, au moment où on était dans les tergiversations, il a dit « Oh, mais moi, en 2016, c'était prêt. » on imagine que c'est avec sa fin, il n'y avait aucun doute. Arnaud Courtier, c'est dans les discussions que vous pouvez avoir avec les chefs d'entreprise, avec ou peut-être même avec les individus, c'est une question qui revient souvent dans le prélèvement à la source. C'est une inquiétude. C'est une actualité. Oui. Et je vous rejoins sur ce qui a été dit au début de cette discussion. Je pense qu'au début de l'année, ça va être un frein à la consommation parce que les gens vont être prudents. On va dire, oh là là, il y a moins sur mon compte en banque à la fin du mois, donc j'attends un peu de voir ce qui se passe. Et donc, ce qui n'est pas vrai, mais comme je vous dis, c'est psychologique. Il y a moins à la fin du mois sur la ligne en bas sur la fiche de paye, donc psychologiquement, on va peut-être moins dépenser ou ne pas faire un investissement qu'on avait besoin de faire pour voir un petit peu comment ça se passe. Et puis pour les entreprises, oui, c'est compliqué. Pour les grandes entreprises, c'est compliqué. Pour les petites entreprises, c'est très compliqué. Gérald Darmanin a dit ce matin sur France Info, finalement, pour les entreprises, je crois, de moins de 25 salariés, l'État allait proposer de faire le travail à leur place. Je ne sais pas comment. C'est ce qu'il a dit. L'État ne fera pas les fiches de paye. Donc on va voir, mais c'est une véritable inquiétude parce qu'effectivement, il y a un surcoût pour les entreprises aussi. Donc on est un peu devant quelque chose. On ne sait pas comment ça va se passer. Effectivement, je crois que la mensualisation qui était la solution pour simple, tout le monde automatique c'était sans doute trop simple. Oui, c'est trop simple. Mais après, il y a aussi l'excuse du coup parti, on ne peut pas arrêter les choses, etc., etc. Je rappelle que l'écotax, on a investi des millions d'euros sur l'autoroute, on a quand même des gros millions. Arrêté. Juste 800 millions. Oui, c'est tout, plus les indemnités. Il me semble qu'il était question de construire un aéroport, je ne sais plus où aussi. Il me semble que ça a été arrêté après qu'on a acheté des terrains et qu'on a travaillé 40-50 sur le sujet. Donc ça, c'est l'excuse habituelle. On ne peut jamais arrêter les choses, c'est pas vrai. On peut toujours arrêter les choses, il faut juste avoir le courage et la volonté politique. Et je suis d'accord, il faut aussi l'analyser suffisamment en son temps. Et à l'époque de Nicolas Sarkozy, je crois, on avait créé aussi quelque chose qui était qu'on ne pouvait pas faire un projet de loi sans avoir une étude d'impact confirmée par une deuxième décision. Moi, je vois jamais d'étude d'impact sur aucun des projets de loi qui sort. Il y en a certainement, mais je pense qu'ils sont rangés dans un dossier pour dire qu'ils ont été faits. Là aussi, où est l'étude d'impact? Où est l'étude d'impact? Ça coûte combien? Quelqu'un le sait? Non. L'étude d'impact, on a vu. Enfin, il y a eu le Parisien qui a sorti quelques c'est pire. C'était des tests. C'était pas très rassurant pour le moins. Mais tout va bien. Mais tout va bien. Tout va bien. Justement, deux fois, tout va bien. Mais ça, c'est une bonne solution pour l'État, oui, effectivement. Alors, ce problème du prélèvement à la source, on l'a vu, il y a peut-être d'ailleurs eu un conflit un peu larvé entre le président et le Premier ministre. Le Premier ministre, Édouard Philippe, était très favorable au prélèvement à la source. Emmanuel Macron semble avoir un peu plus de réticence. Et ça fait partie de la séquence un peu terrible pour le pouvoir, non ? Cela dit, ça peut aussi servir d'écran de fumée. C'est-à-dire que là, tout le monde ne parle plus que du prélèvement à la source. Est-ce que ça va se faire? Bon, maintenant, on sait que ça se fait, mais enfin, ça faisait 15 jours que ça durait. Maintenant, on ne parle plus que de ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La Ryder Cup, et même nous, on parle de la Ryder Cup. Il y a quand même la démission de Nicolas Hulot, il y a quand même l'affaire Benalla. Ça y est, il est remplacé, mais ça a quand même servi un peu d'écran de fumée, quoi. Je veux dire...
Oh bah oui, on aurait beaucoup plus parlé de beaucoup de choses s'il n'y avait pas eu ces tergiversations. Critiquable. Oui, enfin, c'est une question ça importante. montre un peu. Non, mais je dis pas que c'est pas important, mais je dis que ça tombe bien. Enfin, Non, mais je trouve pas que ça tombe bien parce que ça donne une impression un peu de fragilité, un peu de. Pas forcément. On se dit que le président est à l'écoute, qui dit bah tiens, faut quand même faire attention, on surveille. Enfin, je veux dire, moi, non, c'est quand même bien de temps en temps, parce que ces gens soient de temps en temps habités par le doute, c'est plutôt rassurant. Vous n'avez pas l'impression quand même que, on a un peu l'impression que le président de la République perd un peu la main. C'est la première fois dans le quinquennat, où il y a quand même des interrogations, des doutes. Alors des doutes très forts de l'opinion. Même parmi les gens qui le soutiennent, il y a des gens qui s'en vont un petit peu ou qui le soutiennent un peu moins fort. Il y a quand même non. Bon, franchement, j'ai pas l'impression. Pour moi, c'est un truc positif pour Macron, ce moment de doute. Après, sur le reste de l'actualité, qui est parti? Bon, Nicolas Hulot, je veux dire, il est arrivé, je sais plus, peut-être un 1er juin. Dès le 2, il a dit je démissionne le 3. Le 3, il a dit finalement, je démissionnerai peut-être le 12. Enfin, je veux dire, il passait son temps à démissionner, et quand il passait pas son temps à annoncer une démission, il était en week-end prolongé du vendredi au lundi à Saint-Lunaire dans sa propriété. Voilà, je veux dire, oui, c'est sûrement très joli, mais très honnêtement, c'est pas une grande perte pour le gouvernement au point de vue capacité. Symboliquement, je dis pas que c'était le ministre le plus assidu ou le plus travailleur qui ait jamais existé, mais symboliquement, c'était important. Oui, symboliquement, enfin pour beaucoup de gens visiblement, mais en tout cas à titre personnel, non, pour moi c'est pas du tout important. Je veux dire, c'est pas une façon de faire de la politique. C'est comme son départ orchestré comme ça, sans prévenir personne, dans une incorrection absolument totale. Enfin, je veux dire, c'est un irrespect des institutions et des gens élus démocratiquement que sont le premier, qui est le président de la République, qu'on ne prévient même pas qu'on s'en va. Après le départ hier, on ne sait pas, parce qu'il y a eu des bruits selon lesquels il aurait dit le dimanche qu'il partait et que Emmanuel Macron ne l'a même pas écouté. Donc il aurait pu le prévenir. Ensuite, alors après, ça donne une image des gens de la société civile. Cette séquence de larmes hier pour la passation de pouvoir avec François de Rugy, mais on est au-delà du lamentable. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces gens? Mais il ne faut pas faire de politique si on n'a pas les nerfs, si on n'a pas le truc. Aller pleurer. Mais pourquoi est-ce que Nicolas Hulot se met à pleurer? On ne comprend pas, là. Il est sensible, comme non, il pleure sur son propre départ. On est là, mais je veux dire, il faut qu'il fasse du théâtre. C'est un autre métier. C'est pas un homme politique. Je veux dire, il n'avait rien à faire dans un ministère. Question, est-ce que la politique n'est pas un théâtre? Oui. Bah oui, mais enfin là, on a quelquefois de mauvais acteurs. Cela dit, c'est la vraie question des personnalités de la société civile. Elle peut se poser, mais il n'y a pas de réponse où c'est bien ou c'est pas bien. Il y en a pour qui ça marche. Regardez, Blanquer, ça marche plutôt bien. Bien sûr. La ministre de la Santé, voilà. Enfin, il y a des ministres pour qui ça marche plutôt bien. Oui. Mais et il y a des ministres pour lesquels ça marche plutôt mal. Mais voilà. Mais pour lui, ça n'a pas marché parce que qui est Nicolas Hulot? C'est une ancienne vedette de télévision dont la majorité des gens qui sont quand même assez peu, enfin l'opinion publique s'est enthousiasmée pour lui. Je vous rappelle qu'il y a quand même quelques années, il y avait des gens qui disaient il faudrait qu'il soit président de la République. Mais je veux dire, quelle catastrophe on a échappé. Enfin, je veux dire, parce qu'après, par un jeu de sondage, etc., je veux dire, imaginez Nicolas Hulot face à Marine Le Pen, on a Nicolas Hulot président de la République. Je veux dire, moi, je m'exile. Enfin, ça serait une catastrophe. Non, mais je veux dire, non, visiblement, on a échappé. Donc voilà, qu'est-ce qu'il représente? Je ne sais pas. Il représente, lui, voilà, une sensibilité à fleur de peau, des atermoiements, voilà. Je pense que François de Rugy fera sûrement mieux le boulot et que très honnêtement, on ne peut pas décréter comme ça du jour au lendemain que tout va changer. Et je pense très honnêtement que Macron et son gouvernement sont probablement les mieux placés pour conduire une transition écologique à marche raisonnable. Vous restez fidèle. Mais oui. J'ai retweeté quelque chose de Didier Porte qui m'a amusé, qui disait en gros, je crains que la nomination de François de Rugy ne produise pas le tremblement de terre énorme nécessaire à la transition écologique. Et c'est quand même un peu vrai, quoi. C'est pas... La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on a pu lui proposer pour qu'il laisse tomber le perchoir? Moi, c'est la question que je me pose toujours. Je me dis, mais c'est assez étonnant. Oui, deuxième personnage, le troisième de l'État qui... Troisième personnage de l'État, il y a quand même une cave... Il y a une cave bien sympathique, effectivement. Encore mieux au Sénat, d'ailleurs. Hein, si le président Larcher nous entend. C'est vrai que ça pose... C'est surprenant. Ça pose le problème justement, de la place des parlementaires. Parce que quitter la présidence de l'Assemblée nationale pour devenir ministre, ça veut dire que ministre, c'est mieux que président de l'Assemblée. Alors qu'on a tendance à penser que non. D'abord, le contrat est beaucoup plus à durée déterminée et de court terme en général. Pas du tout, si je puis me permettre, parce que
François de Rugy, quand il a été élu, il s'en est mordu les doigts très vite, avait annoncé qu'il ne serait président de l'Assemblée nationale que 2 ans et demi. Annoncé, contraint et forcé, je crois. C'est ce que je dis, il s'en est mordu les doigts, mais il l'avait annoncé. Donc on peut bien imaginer que tout le monde est là en train de faire le calcul en disant, bon alors, il s'en va quand ? Il est obligé de s'en aller. Donc finalement, il quitte un petit peu avant, et il devient ministre d'État, 3e personnage dans le rang protocolaire du gouvernement, pour un truc... Non, mais symboliquement, qu'un président de l'Assemblée en place, je ne parle pas d'un ancien président, devienne ministre, et c'est vrai qu'on soupçonne en plus l'exécutif de vouloir rogner les pouvoirs du législatif, c'est symboliquement un peu délicat, quoi, un peu compliqué. Oui, c'est à l'évidence un signe que pour beaucoup de gens, c'est plus important d'être ministre que président de l'Assemblée nationale. C'est vrai que c'était pas vrai il y a 10 ans, c'était pas vrai il y a 15 ans. Mais là, on a quand même une particularité, que c'est le ministère de l'écologie, de la transition, etc., et qu'il n'y avait quand même pas beaucoup de monde pour prendre la place de ministre, et que, compte tenu de son parcours, c'était pas totalement idiot. Il y avait des gens emmerdants. Il y avait des gens emmerdants comme l'avait été Hulot. Il y avait Cohn-Bendit, il y avait Madame Tubiana qui était extraordinaire. Il y y avait des gens qui étaient compétents, mais qui pouvaient. C'est un cauchemar ce que vous nous proposez. Non, attends, je pense que pourquoi c'est un cauchemar ? Non, mais le problème de ce pour le président et pour le Premier ministre, sans doute, oui. Oui, mais bon, mais pour les gens cités aussi. Mais en fait, le fond du sujet, je pense pour les gens cités, le fond du sujet, c'est qu'on a quelques ministères qui sont vraiment absolument incontournables dans un gouvernement, et c'est certainement pas le ministère de l'écologie. Et je suis désolé, c'est pas non plus le ministère des Sports. On le voit bien. Et dans ces ministères-là, on nous prend effectivement en général quelque chose qui relève plus du marketing que de l'efficacité, parce qu'on se dit effectivement un sportif va être mieux que quiconque pour gérer les sports. À la finale, ce que je vais dire est absolument choquant, mais sur les 20 dernières années, la meilleure ministre des Sports qu'on a eu, c'est Marie-Georges Buffet, qui était quand même communiste et qui n'était pas sportif, alors qu'on a vu passer quand même des spécialistes du sport. Hein. Bon voilà, et ça s'est toujours plus ou moins mal terminé. À l'écologie, c'est la même chose. Mais d'ailleurs, moi je vais au bout du sujet, c'est je me demande à quoi sert un ministère de l'écologie. C'est-à-dire que je considère toujours que l'écologie devrait être dans toute décision politique, quelle qu'elle soit. Est-ce qu'il ne faudrait pas supprimer ce ministère et le répartir dans tous les ministères? C'est ça qui à mon avis, de la même façon que quand on prend une décision, on réfléchit à l'aspect sécurité. CHSCT dans les entreprises, on se dit je ne vais pas construire un pont s'il doit s'écrouler, par exemple, pour passer des amis italiens. De la même chose, on doit se dire que je parlais d'impact. Je prends une décision politique, quel est son impact écologique et qu'est-ce que je ne dois pas faire pour être dans le cadre de la transition. Alors ça envoie certes un message fort d'avoir un ministère de la transition, mais quand on voit ce que les ministres ont comme moyens financiers, comme écoute, parce que la situation avec Travers était quand même particulière, je veux dire, mais je comprends la logique économique, simplement elle doit se passer au détriment de l'écologie, mais l'écologie doit être en toutes choses. J'ai même toujours pas compris pourquoi il y avait même des partis écologiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le parti de la vie, oui, il faut pas tuer des gens, il n'y a pas le parti de l'amour, bah oui, il faut aimer les gens. Pour moi, c'est une philosophie, elle est dans toute décision politique. Alors que ce soit le moyen pour certains d'exister en politique, parce que derrière tout ça, il y a toujours la volonté de la carrière. Monsieur Durugy, c'est quand même un écologiste un peu carriériste, mais je respecte ça, c'est son métier, c'est un professionnel. Bon, très bien, mais au-delà, le reste, il est dans toutes nos décisions. À 50 ans d'Yvelines, quand on décide de construire une route à tel endroit, on regarde si on va écraser des insectes, abîmer la pelouse, comment on va l'entretenir, la nettoyer, dans quel cadre ça se fait. C'est en amont de la décision, et c'est dans toutes les formes de décision, dans tous nos marchés publics. Pendant très longtemps, c'était de la poudre aux yeux. Aujourd'hui, on a des clauses strictes qui sont appliquées sur la partie écologique. On nettoie pas un abri voyageur, pour parler de Jean-Claude Decaux, en utilisant des produits qui vont détériorer. On est en eau pure, on est dans... Je veux dire, ça fait partie de tous les éléments. Alors, c'est le résultat positif. Effectivement, cette pression-là et cette prise de conscience, elle est liée à des années et des années de pression des partis écologiques. Mais maintenant, ça doit faire partie de toutes nos décisions. Et donc, c'est pour ça, je pense qu'on a des ministres emblématiques, on fait du marketing, on fait de la com, on a des gens qui pleurent, qui font du théâtre, etc., des gens qui n'auront pas de moyens, parce que Bercy écrase l'écologie demain matin. Mais pour aller dans votre sens, vous avez tout à fait raison, mais les partis politiques écologistes sont absolument pathétiques. Et c'est très bien, ils sont effectivement, vous avez raison, ils sont appelés à disparaître. C'est juste des lignes d'ambition individuelles, les partis écologiques. Exactement, c'est le meilleur moyen de se placer. Justement, dans un territoire comme Saint-Quentin, qui est un territoire économique très vivant, très important, la dimension écologique, elle est forte dans vos rapports avec les entreprises, Elle est forte, elle est présente, comme le disait Laurent, elle est présente dans toutes les décisions. Et même si nous n'avons pas un service ou un département de l'écologie, c'est tous les services dans toutes leurs actions au quotidien qui ont cette composante, évidemment. Je rappelle qu'on est sur un territoire qui a plus de 60% vert et bleu, donc on a un territoire qui n'est pas bétonné. L'écologie, ça fait partie du quotidien, tout simplement, dans toutes les actions qui sont menées, l'impact à court, moyen, long terme, et
c'est un quotidien et on n'a pas besoin d'avoir un monsieur ou un madame écologie dans nos infrastructures ou dans nos institutions pour que ce soit totalement une réalité dans tout ce qui est mis en œuvre par... Et l'économie, pardon. Oui, est-ce que les bus qui vont emmener les visiteurs et les spectateurs de la Ryder Cup sont électriques? Alors non, tous les bus ne sont pas électriques. Hélas, après là, il y a aussi une réalité technologique, mais... vous le savez, Saint-Quentin-en-Yvelines est un territoire aussi d'innovation, beaucoup de recherches qui sont faites chez nous. On travaille avec les partenaires industriels du secteur sur les véhicules du futur. Et effectivement, tout ce qui est électrique est très important et j'espère qu'à l'avenir, et peut-être pour les JO de Paris 2024, on aura des moyens de transport beaucoup plus écologiques. Parce qu'il commence à y en avoir un certain nombre de bus électriques. Il y a aussi derrière une réalité économique, un parc de bus existant avec Île-de-France Mobilité. On ne peut pas tout changer du jour au lendemain, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Par contre, oui, c'est une volonté d'évolution et on est dans cet axe-là. Et on l'a dit au début, d'ailleurs, sur la partie Ryder Cup, on avait dans la candidature, et on l'a fait, énormément de travaux liés à la mise aux normes et aux évolutions du parcours de Saint-Quentin pour aller encore plus loin dans l'écologie, sur le traitement. Saint-Quentin est un site pilote depuis longtemps pour la biodiversité, reconnu par le Muséum d'histoire naturelle, donc on est tout à fait à la pointe dans ces domaines. Eh bien, je vous remercie. Je rappelle, le 22 septembre, la compétition, l'Open TV 78. Je signale aussi, tiens, qu'il y a une autre, c'est au profit de la recherche sur le son, ça sera à Saint-Nom-la-Bretèche la veille le 21. C'est l'association Saint-Louis qui soutient l'Institut universitaire de l'hôpital Saint-Louis. Voilà. C'est bien aussi. Merci infiniment à Arnaud Courtier. Merci infiniment, Monsieur le Président Mazori. C'était un plaisir. Merci beaucoup, Florence Mercadé-Choquet et Jean-Charles Lajoie. Et à très vite pour un nouveau numéro de PAF.